Rentrée académique dans toutes les universités et les écoles supérieures. Nous avons eu évidemment envie d'en discuter avec la Fédération des étudiants francophones. Emilia Oxage, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de discuter avec vous de cela. Vous l'avez vu, donc ce reportage de Marie-Noëlle Dinant. On aura évidemment pas mal de thématiques à balayer pendant cet entretien, mais j'ai envie de vous demander tout d'abord, est-ce que cette réaction de la ministre vous satisfait ? En fait, avec la ministre, on constate les mêmes choses. Donc, les étudiants prennent plus de temps pour réussir leurs études. Donc, effectivement, une année d'études, en plus, ça coûte entre 8 000 et 12 000 euros. Donc, ça met en plus des difficultés des étudiants précaires. Et donc, le problème, et ce que nous, on demande à la ministre, c'est plutôt de lutter contre la précarité étudiante que mettre une réforme avec des balises strictes qui va exclure les étudiants les plus précaires. Alors justement, parlons-en de la précarité des étudiants. Vous étiez une délégation en 2021, 200 jeunes menés par la FEF. Donc, vous êtes rendus au siège du gouvernement pour manifester justement contre l'absence de mesures politiques, structurelles de lutte contre cette précarité. On en est où aujourd'hui ? Ça fait depuis 3 ans qu'on demande à la ministre d'agir sur le coût des études. Donc on a fait des enquêtes, les étudiants sont clairs. Pour lutter contre la précarité étudiante, il faut s'attaquer au coût direct et indirect des études. Donc en fait, il y a le Minerval, il y a aussi le logement qui coûte de plus en plus cher, surtout avec la crise, mais aussi les supports de cours, les stages qui ont des frais obligatoires pour réussir son année. Et donc on demande d'agir sur ça. Et notamment aussi la bourse d'études qui n'est octroyée qu'à 30% des demandeurs, ce qui est quand même relativement peu. Ce qu'on a comme retour des étudiants, c'est que cette bourse-là, qui arrive une fois pendant l'année et souvent de manière tardive, est insuffisante. Donc elle est en moyenne entre 500 à 5 000 euros, alors qu'une année d'études, elle est à plus ou moins 8 000 et 12 000 euros. Donc il y a un gros trou. Alors c'est vrai que le Minerval, lui, par contre, il n'a pas été indexé. Il coûte toujours la même chose depuis quelques années. Par contre, c'est comme vous le dites, c'est tous les coûts annexes et notamment, là, on pense maintenant, aujourd'hui, à la facture énergétique aussi, parce que les cotes, c'est pas toujours non plus du top qualité en termes énergétiques. Et on entend de plus en plus d'étudiants aussi qui disent, mais même avec mon travail sur le côté, je ne vais pas m'en sortir. Vous avez aussi ce retour du terrain de vos membres ? Les étudiants doivent jobber pour pouvoir payer un logement, pour être proche de leur lieu d'études et pouvoir étudier. Et c'est une des plus grosses charges qu'ils ont à leurs frais. Et donc, on remarque que plus les étudiants jobent, donc c'est un étudiant sur 4 actuellement qui est obligé de jobber pour payer ses études, il a 43% de chance en moins de réussir parce qu'à la place d'aller en cours, il doit aller travailler. Et le logement, avec l'augmentation des charges, on se demande réellement comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, comment on va pouvoir se chauffer cet hiver. On parle de 80 000 étudiants dans la précarité, et encore ce sont des chiffres officiels. Ça semble énorme, évidemment. Est-ce que vous avez, des retours de ces étudiants ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce qu'ils se sentent abandonnés ? En fait, les étudiants demandent depuis maintenant 3 ans, donc avant la crise, puis il y a eu la crise, ils ont perdu leur job étudiant, c'était encore plus compliqué. On a vu les files des épiceries sociales se rallonger. Actuellement, avec la montée des prix, on demande à la ministre de respecter ses promesses. Elle nous avait dit que le Minerval allait être gelé pour tout le monde de la même façon. On est à la rentrée, on voit toujours rien. Pareil pour les allocations d'études, on pense à élargir les critères, mais on voit toujours aucune mesure concrète pour aider les étudiants en situation de précarité étudiante. On va peut-être rappeler qu'un Minerval coûte à peu près 1 000 euros, c'est ça 835 pour les universités, et ça a été gelé en 2010 par la représentation étudiante, et encore heureux qu'il n'ait pas augmenté. Mais par contre, il y a des étudiants, par exemple en école d'art, à l'IAD, qui vont payer 1 350 euros, plus tous les voyages, plus les supports de cours, les maquettes. On devient ça devient très cher. Oui, c'est énorme. Évidemment, avec toutes ces crises qu'on vit là maintenant depuis, on a envie de dire 2 ans, en tout cas de grosses crises. La crise du Covid, la crise énergétique maintenant. Est-ce que c'est une rentrée morose pour vous avec ce nouveau décret paysage ? Alors évidemment, on en parle depuis 2013. Ça y est, on y est aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt une rentrée morose ? Les étudiants ont peur, en fait. On demande de lutter contre la précarité étudiante, contre le coût des études. Par contre, on vient avec cette réforme qui va venir exclure les étudiants qui ont le plus de difficultés. Et ça, les chiffres sont clairs. Les étudiants, en tout cas d'après notre enquête, c'est 70% des étudiants boursiers qui vont rater une étude contre 30% des étudiants non boursiers. Et donc, on voit que la réussite est influencée par la précarité étudiante. Mais quand la ministre Glattini dit, en fait, les étudiants, ils vont faire leurs études
dans 5 ans et non en 10 ans parce qu'ils ne vont pas traîner des crédits comme c'était possible jusqu'à présent. Ça, pour vous, c'est quand même, ce n'est pas vrai? Ça ne va pas se matérialiser comme ça? En tout cas, on ne veut pas l'entendre maintenant. En fait, on ne veut pas commencer à restructurer, à mettre des timings plus stricts sans réellement aller à la source du problème. Et donc, la ministre le dit, il faut lutter contre la précarité étudiante. Maintenant, précarité étudiante, c'est coût des études, c'est tout ce qui est lié. Ça ne sert à rien de mettre maintenant des balises qui vont juste en fait, faire sortir et arriver vers un enseignement plus élitiste. Et les étudiants, c'est ce qu'ils nous disent de notre tour, ils sont tous inquiets. Et en plus, c'est flou pour eux. Il y a plein de questions où il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Il y a aussi toute cette question du calendrier scolaire. Là, on parle de secondaire, mais Vincent Blondel, le recteur de l'UCL, a notamment fait des déclarations dans la presse ce matin, notamment dans la Libre Belgique, et proposé d'adapter, pourquoi pas, au rythme de l'enseignement obligatoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait écho chez vous, chez les étudiants à la fédération? Ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas dans notre fédération, et quand on sonde les étudiants, donc on a les 3 types d'établissements d'enseignement qui diffèrent aussi par rapport à leurs demandes, c'est qu'ils font un rythme qui s'adapte aux réalités des étudiants, mais aussi à leur réussite. Donc de plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on va évaluer les étudiants, et donc pourquoi pas se mettre face à l'enseignement obligatoire, mais c'est toujours en discussion et c'est vraiment une discussion qui mérite de consulter tous les étudiants de tout type d'établissement. On en parlait déjà pour la rentrée 2023, en tout cas c'était ce qui était dit ce matin également, avec peut-être la fin des examens comme on les connaît aujourd'hui, donc avec un gros bloc en janvier et avec un autre gros bloc en juin, et que les secondes cesses pourraient se tenir en fait début juillet pour avoir un vrai été de 2 mois. Ça, vous êtes plutôt favorable à cette réforme? À ce rythme-là? Ce qui est sûr, c'est quand on sonde les étudiants et qu'on leur demande comment est-ce qu'on pourrait avoir des périodes, en tout cas une organisation des études qui leur permettent au mieux de réussir, ils disent que avoir plus d'évaluations durant l'année serait favorable et en tout cas se rapprocherait plus du secondaire et les aiderait plus à cette différence entre le supérieur et le secondaire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les étudiants ont besoin de repos, en tout cas clair, mais de comment ça va s'articuler, ça c'est vraiment à voir par rapport aux réalités de tout type d'établissement. C'était une proposition aussi de Vincent Blondel, justement, de faire bénéficier de véritables pauses de repos pendant l'année pour mieux rythmer aussi l'année scolaire. Alors, est-ce que c'est anecdotique aussi, cette nouvelle obligation de devoir s'inscrire avant le 30 septembre? En fait, ce qu'on retrouve, et en tout cas nous dans notre service juridique, dont on a un service qui répond à toutes les questions des étudiants, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions parce que la réforme a changé, parce que c'est pas clair pour ceux qui se réorientent de comment ils vont être appliqués dans la nouvelle réforme. Et donc, avancer la date, c'est aussi surcharger les services du secrétariat, des services d'inscription, et donc ça permet aux étudiants, en tout cas ça permet pas aux étudiants d'avoir les réponses complètes et en tout cas de les accompagner au mieux dans leur nouvelle inscription. Alors il y a aussi tout le volet, on doit malheureusement déjà terminer, mais c'est vrai qu'il y a tout ce volet sur le harcèlement, avec notamment le hashtag Balance ton folklore. On en est où avec tout ça? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance sur cette thématique? Avec la charte notamment. Est-ce qu'elle a été signée, cette charte? Cette charte, c'est une bonne avancée pour tout ce qui est comitard et établissement, de relancer une nouvelle dynamique. Mais par contre, ce qu'on regrette, c'est qu'on n'a toujours rien dans les établissements autre qu'une personne de contact pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, la Fédération des étudiants rappelle qu'on a besoin d'une cellule externe pour pouvoir gérer les cas, accompagner au mieux les victimes, mais aussi d'un cadre légal de comment est-ce qu'on traite les victimes et comment est-ce qu'on traite les agresseurs pour plus que ça arrive avec de la prévention et de la sensibilisation. Merci beaucoup, Émilie Oxage. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des étudiants francophones. Merci beaucoup d'être passée par notre studio.